Bonjour, c'est Farida. Une fois par mois, j'ai la chance d'organiser les cafés scientifiques de l'Université de Fribourg. Un moment particulier qui ouvre un échange convivial entre grand public, scientifiques, expertes et experts issus d'horizons divers. On y aborde des sujets qui interrogent, qui interpellent, qui fâchent ou qui rassemblent. Des thématiques qui nous concernent toutes et tous. Il ne s'agit pas d'une conférence tenue par des spécialistes, mais d'un dialogue de proximité totalement dirigé par les questions du public. Vous l'aurez compris, ces discussions sont les vôtres. Et cette année, nous avons choisi de vous les rendre par l'intermédiaire d'un podcast. Alors, bienvenue dans ce deuxième podcast de la saison 24-25 pour cette discussion intitulée « Prison, faire face au barreau ». Le 23 octobre dernier, ce sont plus de 120 personnes qui se sont réunies au Nouveau Monde pour discuter avec nous. Les détenus observent l'extérieur à travers les barreaux, mais nous, regardons-nous nos prisons bien en face. Elles sont pourtant à la fois le reflet de nos sociétés et un maillon important de leur fonctionnement. Que nous raconte leur histoire? Comment envisageons-nous leur rôle? Peut-on les réduire à de simples murs? Quelle a été leur évolution et comment se profile leur avenir? Entre justice restaurative, alternative pour la prise en charge de détenus souffrant de troubles mentaux, mais aussi emprisonnement ferme pour les délinquantes dangereuses, quelle vision juridique, sociale et éthique la communauté a-t-elle du système carcéral? Quelle place occupe la réinsertion dans la prise en charge pénitentiaire? Dans un sens comme dans l'autre, peut-on voir au-delà des barreaux? Bonsoir à toutes et à tous. Un grand plaisir aussi pour moi d'animer ce café scientifique avec autant de monde ce soir. Bienvenue à ce café scientifique durant lequel nous allons nous intéresser à la prison. Alors quand on entend ce mot prison, on a toutes et tous en tête une image qui nous vient en tête assez claire. Ça ressemble plus ou moins à ça chez beaucoup de monde, j'imagine. Des méchants derrière des barreaux, des barbelés, du béton, une cour, des petites cellules et quelques gardiens. Et pourtant, il faut le constater, il faut le reconnaître aussi, on connaît bien peu ce lieu, on connaît bien peu cette institution, son fonctionnement, et peut-être encore plus, on connaît bien peu les personnes qui s'y trouvent. Dans le débat public, dans les médias, en politique, on parle relativement peu de prison, ou alors pas mal en surface, et rarement on interroge l'institution, rarement, jamais même, on entend les détenus ou le personnel pénitentiaire. Mais ce soir, on va justement prendre ce temps de regarder nos prisons en face, c'est la promesse de ce café scientifique, apprendre à connaître ce système et surtout peut-être à le questionner, à questionner cette institution. Au fil de vos questions, grâce à nos experts, on pourra aborder l'histoire, l'évolution de cette institution, ses fondements, nos attentes, les attentes de la société envers la prison, les conditions de vie, le quotidien des détenus, la préparation à leur sortie de prison, la réinsertion, les alternatives à l'enfermement ou encore ou plutôt les succès et défaites échecs du système. C'est vous qui déciderez, c'est vous qui avez la parole ce soir, c'est vous qui pourrez poser les questions et vous avez surtout ce soir à votre disposition 4 expertes. On débute avec Déborah Chorneau, bonsoir. Alors vous êtes collaboratrice au Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales. Si je résume, un centre qui forme notamment le personnel pénitentiaire, les agents de détention entre autres et les personnes détenues. Et dans votre job, vous faites aussi le pont entre la recherche scientifique et la pratique. Vous vous intéressez entre autres à la justice restaurative et à la désistance. La désistance, on en reparlera peut-être, mais c'est comment et pourquoi on quitte un parcours de délinquant. Mais votre tâche principale, vous, c'est le monitorage de la privation de liberté. Vous serez donc un peu ce soir notre experte chiffres par rapport aux établissements pénitentiaires. À vos côtés, on a Alix Henniger, bonsoir. Vous êtes professeure assistante en histoire contemporaine à l'Université de Fribourg et vous vous intéressez depuis plusieurs années à ce domaine avec notamment un projet qui est financé actuellement par le Fonds national suisse
espace carcéral et circulation, une histoire transnationale et régionale des prisons suisses. On a à vos côtés Corinne Deveau-Cornat, bonsoir. Vous êtes psychiatre forensique au réseau fribourgeois de santé mentale. Vous travaillez donc avec des détenus dans le canton de Fribourg et vous prenez notamment en charge les détenus qui sont touchés par des troubles mentaux graves comme la schizophrénie. Je pense qu'on reparlera aussi de cet accompagnement et de ces problèmes en prison. Et enfin, notre dernière experte de la soirée, c'est vous, Aimée Zermatten. Bonsoir. Vous êtes, chercheuse en droit pénal et membre de la Jeune Académie suisse et vous avez entre autres réalisé une thèse de doctorat sur le traitement pénal des délinquants sexuels et vous avez aussi participé à l'écriture du livre Prison en Suisse. Voilà pour les présentations. Peut-être avant de vous donner la parole, poser une base quand même crucial, je pense, pour bien comprendre, pour bien lancer cette discussion. En Suisse, on compte aujourd'hui 88 établissements de privation de liberté et, dernier chiffre en date, le 31 janvier 2024, il y avait près de 6900 détenus. Vous me corrigez si. Alors, aujourd'hui, il y a 90 établissements en Suisse. Au 30 septembre, il y avait 6600 personnes détenues. 6600, bon, alors on était à 6900, on n'est pas très loin, très bien. Mais justement, cette première question peut-être, par rapport à ces 6900 détenus, peut-être qui sont ces détenus? Est-ce qu'on arrive un tout petit peu à catégoriser pour bien qu'on comprenne qui sont ces personnes? Parce qu'on a évoqué en introduction cette image des grands méchants. Je crois que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Alors malheureusement, l'OFS ne fournit pas de statistiques de l'occupation des établissements pénitentiaires par infraction principale, donc on ne sait pas exactement pour quelle infraction ces personnes sont en détention. Par contre, on sait qu'en moyenne en Suisse, 30% des personnes détenues sont en détention avant jugement, ça veut dire qu'elles n'ont pas encore été jugées, elles sont en attente de jugement. Environ 16%, enfin 15% pour arrondir, sont en exécution anticipée. Et puis, après, une grande majorité se trouve en exécution des sanctions, de peines privatives de liberté, puis des mesures. Et parmi les personnes qui sont en peine privative de liberté, la moitié environ exécutent des peines privatives de liberté de substitution. Ça veut dire qu'en fait, elles avaient initialement reçu une amende ou une peine pécuniaire, qu'elles ne les ont pas payées et qu'elles font des jours en prison à la place. Donc en fait, on a une grande proportion de personnes en prison qui ne devraient pas forcément y être. Ou alors qui exécutent carrément des peines privatives de liberté de moins de 6 mois. Merci beaucoup. Ça, je pense que c'est important de le préciser aussi, c'est qu'effectivement, une bonne proportion des personnes détenues ne sont pas forcément les dangereux délinquants qu'on pourrait imaginer. Merci pour cette précision, je pense importante. Comme on est beaucoup ce soir, je vous donne directement la parole si vous avez des questions pour lancer cette discussion pour l'une ou l'autre de nos expertes. Par expérience, n'hésitez pas, parce qu'au début, on se gêne un peu, mais ensuite, on n'a plus le temps de poser les questions. Merci, bonsoir. Toujours dans la description de la population des détenus, est-ce que vous pourriez nous dire si effectivement il y a plus d'hommes que de femmes qui sont détenus et s'il y a des raisons à ça? Alors effectivement, il y a 94% de la population carcérale qui sont des hommes, donc 6% de femmes. Donc environ 400 femmes et 6000, voilà la différence, 6200 hommes. Le pourquoi, je ne sais pas si mes collègues voudront compléter, il me semble qu'une des raisons, c'est aussi que les femmes ont tendance à commettre des infractions moins graves. Par grave, je veux dire, même si elles commettent aussi des infractions, c'est moins facilement des infractions qui touchent à l'intégrité sexuelle ou à l'intégrité physique. Et c'est aussi les infractions qui touchent à l'intégrité sexuelle ou physique sont aussi les infractions qui mènent plus facilement à des longues peines privatives de liberté. Et comme ce n'est pas tout à fait ce qu'elles commettent, elles sont moins représentées dans la population carcérale, mais je ne sais pas si... Alors peut-être que je vais compléter. J'étais en train de me remémorer des vieux écrits rédigés par des psychiatres américains il y a quelques décennies en arrière, qui formulaient aussi des hypothèses comme quoi, en fait, les hommes, devant certains états de tension, avaient plus facilement l'habitude de recourir à l'acte que plutôt les femmes qui avaient tendance à prendre sur elles et à présenter des tableaux dépressifs, ce qui fait qu'on voyait beaucoup plus facilement des femmes en détresse dans les circuits psychiatriques, alors que les hommes peuvent être aussi plutôt dans des passages à l'acte infractants. Et du coup, ils sont dans les filières pénitentiaires. Mais ça, ce sont des vieux écrits, ça mérite effectivement d'être documenté, et il n'y avait pas de réelle méthodologie autour de ça.
Un deuxième complément, en fait, les recherches en sciences sociales et principalement en sociologie de ces 10-15 dernières années ont montré qu'une grande part de cette différence est due à la socialisation différenciée des hommes et des femmes et au fait que chez les femmes, la violence est pas du tout encouragée, bien au contraire, alors qu'elle peut l'être aussi parfois chez les hommes. Et voilà, c'est un élément de réponse. Et l'autre élément de réponse, c'est le fait que les femmes sont, comme vous l'avez dit aussi, plus encadrées par les institutions comme la famille, parfois l'église, les institutions psychiatriques. Et donc ces institutions vont plus les empêcher de commettre des délits parce qu'elles exercent un contrôle plus affirmé sur les femmes que sur les hommes. Merci beaucoup. Une autre question ? Vous avez dit qu'il y avait sur les peines 60%, je crois il y avait 30%, vous avez dit qu'il y avait des peines en dessous de 6 mois ou jusqu'à 6 mois. Et puis parmi les autres, c'est quoi la durée moyenne des peines ? Est-ce qu'on a des chiffres ? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà dans le cadre légal, ce que prévoit le code pénal, en fait, la durée maximale d'une peine privative de liberté, c'est 20 ans. Sauf dans les rares cas où le code pénal prévoit qu'elle soit à vie, c'est par exemple le cas de l'assassinat. Donc la plupart des gens, ils n'ont pas forcément des peines privatives de liberté très, très longues. Puis ça dépend après vraiment ensuite de l'infraction. Mais on entend beaucoup, il y a quand même une certaine différence entre ce qu'on entend ou ce qu'on voit dans la société et le nombre de cas de personnes extrêmement dangereuses. On a en Suisse un petit nombre de personnes très dangereuses qui ne sortiront probablement jamais de prison, mais ce nombre est faible. La plupart des gens qui se retrouvent en détention, ce que l'a dit aussi Madame Chorneau, c'est soit on a ces personnes qui sont durant la phase, on va dire, d'enquête, qui sont en détention avant jugement, et ça c'est vraiment dans 3 cas spécifiques, s'il y a un risque de fuite, un risque de récidive, ou ce qu'on appelle le risque de collusion, elles vont par exemple parler avec un complice ou détruire des preuves. Et puis après, dans la phase qui suit la condamnation, les gens qui se retrouvent en détention, donc qui exécutent vraiment une peine privative de liberté, après on pourra revenir sur les mesures privatives de liberté, c'est quand même des personnes qui justement présentent une certaine dangerosité, ou ont fait quelque chose de grave, ou qui, dans les cas, n'ont pas payé une amende, mais on a aussi plein de personnes qui ne pouvaient pas avoir les formes alternatives de détention, par exemple notamment parce qu'elles ont une peine qui est trop longue, donc là je parle de peine de plus de 2 ans, ou parce qu'elles présentent un risque de récidive. Et après, la durée moyenne, moi je n'ai pas les chiffres en tête. Il me semble que c'est 2 mois. Peut-être on profite de l'occasion pour clarifier quelque chose, pour la suite des débats, peut-être la différence en quelques mots entre peine et mesure. Je sais pas qui... Alors, moi, je vais bien commencer, mais je demanderai à Aimé Tsarmaten de me compléter. Je parle en tant que psychiatre, puisque les psychiatres sont chargés de suivre les personnes détenues sous mesure, mais le Code pénal suisse a prévu 2 types de sanctions, soit les peines privatives de liberté, ou bien alors les peine alternative, mais sinon il a fait large place, dans une réforme qui a eu lieu et qui a été mise en œuvre en 2007, à la question des mesures et qui évoque que si l'auteur qui a commis un délit souffre d'un grave trouble mental, à ce moment-là, c'est le juge qui peut décider d'une mesure institutionnelle après qu'une expertise psychiatrique soit faite. Et effectivement, en même temps, c'est une petite réforme, mais qui a des très très grandes conséquences qui sont assez lourdes pour les personnes qui en font l'objet. Je pense que ça, on va en reparler avec toutes les implications. Il y a une chose qui est importante en fait entre les peines et les mesures, c'est aussi la peine. On entend dans le mot peine, il y a cette idée en fait punitive. La personne a commis une faute et du coup, il faut qu'elle paye pour cette faute. C'est une façon de payer sa dette envers la société. Tandis que dans la mesure, l'idée, en fait, quand on a rédigé, c'est dans la partie générale du Code pénal, c'était dans l'idée, en fait, que ces sanctions, qu'on peut aussi prononcer à l'encontre de personnes qui ne sont pas responsables, ce qu'on ne peut pas faire avec une peine. L'idée des mesures, c'est vraiment soit de soigner l'auteur, parce que là, il aura un trouble mental donc, qui est attesté par une expertise. Donc il y a différents types de mesures. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est le traitement institutionnel des troubles mentaux. Donc peut-être vous avez déjà lu qu'on a article 59 du Code pénal. Ou alors on veut neutraliser un auteur dangereux, donc l'écarter de la société. Et là, c'est l'article 64 qui est l'internement. Merci beaucoup. Oui.
Vous avez invité une historienne, donc je pense que vous avez envie d'avoir une perspective historique. En fait, les mesures, elles n'existent pas depuis 2007, elles existent depuis 1942 dans le premier code pénal fédéral, et elles avaient pour but de sanctionner, de prolonger la détention dans le cas où le crime était dû au mode de vie ou à ce qu'on appelait le profil des délinquants d'habitude. Et donc, il y a cette idée aussi que la justice doit prendre en compte non seulement les faits, mais aussi le cadre de vie, les habitudes des personnes, et qu'elle doit avoir aussi une action préventive pour empêcher le crime, puisque le but de la prison et le but de la justice pénale, c'est avant tout d'être un instrument de lutte contre le crime et de pacification de la société. Avec toute la question à la page des internements en Suisse aussi. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est différent des internements administratifs, si c'est à ça que vous faites référence, puisque les internements administratifs étaient décidés et sont encore, maintenant ce qu'on appelle les placements, sont décidés par une institution. Les internements administratifs jusqu'en 1980 étaient décidés par une autorité administrative, tandis que les mesures du code pénal, c'est les articles 41, 42, 43 et 44, étaient décidés par un juge et c'était appelé de l'internement judiciaire. Merci beaucoup. On avait une question au fond de la salle. Bonsoir. Je me demandais de quelle manière étaient comptabilisés les mineurs dans les chiffres que vous avez présentés. Alors les mineurs ne sont pas forcément inclus dans ces statistiques. En ce qui nous concerne au centre suisse, où on fait le monitorage de la privation de liberté. En fait, les mineurs ne sont pas de notre compétence, malheureusement. Malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, moi, personnellement, je ne connais pas les statistiques qui concernent les mineurs. Je ne sais pas, mes collègues peut-être. Alors évidemment, elles sont moins importantes que celles des adultes. Moi, je n'ai pas non plus les chiffres en tête. Et puis après, les sanctions applicables pour les mineurs, elles diffèrent beaucoup. Et heureusement de celles destinées aux adultes. Et peut-être aussi, ce qui explique pourquoi je n'ai pas forcément les mineurs sous le viseur, c'est qu'en fait, les mineurs sont séparés des adultes dans les établissements. Donc, à part Pramont, par exemple, dans le canton du Valais, qui exécute aussi des mesures pour les jeunes adultes, où il y a aussi des personnes de moins de 18 ans, généralement, les mineurs et les adultes sont vraiment dans des établissements séparés. Peut-être encore une dernière précision qui est importante. En fait, chez les mineurs, la plupart sont jamais condamnés à une peine privative de liberté. Ils vont peut-être... ça existe aussi, mais sinon ils vont plutôt être placés. Mais il y a beaucoup d'autres mesures, entre guillemets des sanctions, qui ont plutôt aussi un but pédagogique et éducatif. Merci beaucoup. On avait des questions. Moins de délits dont la conséquence est peine privative de liberté, mais si elles en commettent, où vont les Suisses romandes ? Elles vont, en fait, il y a 2 établissements d'exécution des sanctions plus longs que 3 à 6 mois. Dans tout le pays, c'est Hindelbank. Et pour les romandes, c'est principalement la Tuilière qui se trouve à côté de Morges. Mais en fait, si vous me permettez un développement peut-être en lien avec votre question, en fait, la détention des femmes, c'est un problème particulier, notamment parce que le manque d'établissements ou le fait qu'il y ait peu d'établissements, ça implique déjà un éloignement avec la famille. C'est moins pratique pour les enfants et pour la famille d'aller rendre visite à une femme détenue parce qu'il y a un risque d'éloignement plus important. Et puis en fait, l'établissement de la Tuilière, il n'existe que depuis les années 1990. Donc entre 1975 et les années 90, il n'existait qu'un seul établissement, c'était celui de Hindelbank, où toutes les femmes qui exécutaient des peines de plus de 6 mois étaient enfermées. Et puis peut-être aussi pour compléter, en fait c'est vrai que c'est des établissements qui se dédient essentiellement à l'exécution de peine ou des mesures, puisque les quelques femmes aussi peuvent présenter des troubles mentaux. Mais malheureusement, ce qui est très problématique pour les femmes détenues, mais prévenues, c'est lorsqu'elles sont arrêtées et qu'elles sont effectivement orientées dans des prisons préventives où elles sont isolées, mises à l'écart, en tout cas des hommes. Et c'est en cela que la situation des femmes détenues est beaucoup plus précaire et elles sont beaucoup plus vulnérables que les hommes. Il faut vraiment suivre le recensement de manière très précise, mais elles sont réparties vraiment à quelques places près dans certaines prisons, en préventive, dans les cantons suisses allemands, et puis aussi à Chandolan, en tout cas dans le canton suisse romand, avec tous les, les empêchements que ça peut occasionner que de se retrouver juste à quelques femmes dans des énormes prisons d'hommes. Et puis effectivement, pour compléter, donc, mes collègues ont parlé de Hindelbank, donc, qui est dans le canton de Berne, qui est vraiment un des seuls établissements dédiés pour les femmes pour l'exécution des sanctions pénales, mais ce qui implique aussi que c'est un environnement germanophone. Alors le personnel là-bas est très bilingue. Je ne sais pas si vous savez au niveau des suivis thérapeutiques à quel point il y a la possibilité de suivre sa psychothérapie en français, par exemple, si on est francophone. Mais voilà, imaginez si vous venez du canton du Tessin ou
du côté francophone, si vous ne pouvez pas suivre votre psychothérapie dans votre langue, c'est quand même limitant. Donc pour les femmes, effectivement, ça pose une vulnérabilité supplémentaire. Oui, on a plusieurs questions. On va essayer de toutes les prendre, je vous rassure. Bonsoir. Mon question principale, c'est quel type de formation existe dans les prisons de Suisse romande et est-ce qu'il y a un effet par rapport à ces formations? Et une deuxième question qui vient à l'esprit, c'est que vous avez mentionné il y a 94% d'hommes qui sont les détenus, mais ici je vois qu'il y a plusieurs femmes qui travaillent avec les détenus. Donc est-ce que, comme dans le panneau, et aussi j'ai vu que dans le service d'exécution et sanctions pénales à Neuchâtel, j'ai vu qu'il y a plusieurs femmes. Donc, est-ce qu'il y a une raison que plusieurs femmes travaillent avec les détenus que les hommes? Peut-être sur votre dernière question. Moi aussi, dans mon parcours, on ne l'a pas dit, mais j'ai aussi travaillé en fait dans un service d'exécution de la sanction pénale aussi sur le terrain. Et il y a une raison pour laquelle aussi, alors moi, je n'étais pas dans la prison, mais pour laquelle il y a des agentes de détention féminine, c'est qu'en fait, les hommes aussi, ils vont devoir, un jour, ils sortent, la plupart des gens sortent de prison, et il faut aussi qu'ils puissent, en fait, on essaye que la prison ou la détention puisse les préparer le mieux au retour dans la société et dans le retour dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Ils vont aussi croiser des femmes. Donc c'est important qu'ils aient aussi ce contact. Et c'est aussi important s'il y a des gens qui ont notamment des problématiques aussi d'agression sexuelle, en fait, de aussi pouvoir voir dans ce milieu protégé et sécurisé comment est-ce qu'ils interagissent avec les femmes. Et sur les formations, je ne sais pas, est-ce que toi tu peux répondre, Déborah, peut-être? Donc vous faites référence aux formations pour les personnes détenues. Ok, oui. Alors effectivement, donc le centre pour lequel je travaille a un programme de formation pour les personnes détenues qui sont en exécution des sanctions pénales. Et puis c'est des formations de base. Donc ça peut être des cours de langue par exemple, mais aussi des cours pour l'informatique. Enfin aussi parce qu'il faut se rendre compte que, pour que les personnes soient entre guillemets à jour par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, où tout se fait de manière digitale bientôt. Et puis il faut se rendre compte aussi que à l'intérieur d'une prison, il y a des personnes de tous les niveaux scolaires possibles et imaginables. Donc, il y a des personnes qui en sont encore en train d'apprendre à lire et d'autres personnes qui sont même allées à l'université ou autre. Donc, ça reste de la formation de base. Ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont moins de connaissances. Mais effectivement, dans l'idée de favoriser leur réinsertion sociale par après. Est-ce qu'on peut prendre, oui. Le titre de votre thèse interpelle beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et surtout sur vos motivations de traiter un sujet comme ça? Alors après, si ça vous intéresse, c'est une thèse qui est en open access. Donc, elle est sortie il y a 1 mois et vous pouvez aller la lire. Je pourrais peut-être donner le lien. Pourquoi j'ai fait... En fait, c'est... le titre, ouais. Merci. Le traitement pénal des délinquants sexuels, analyse du cadre légal et de la pratique en Suisse. En fait, j'ai choisi cette thèse aussi par rapport à ma pratique, en fait, où j'ai aussi travaillé dans une autorité, un service d'exécution des sanctions pénales, et je me suis rendu compte dans cette pratique qu'en fait, on savait un peu comment peut-être plus prendre en charge ou des personnes qui avaient des problèmes d'addiction, mais avec les délinquants sexuels. Aussi, moi, en tant que juriste, c'est pas quelque chose que je connais bien. C'était un peu, peut-être des fois un petit peu gênant. Heureusement, j'ai eu une collègue criminologue après qui m'a beaucoup, qui venait du Canada, qui m'a aussi beaucoup appris, parce qu'au Canada, ils ont beaucoup plus d'expérience avec la prise en charge de ce genre de délinquants. Et moi, j'avais aussi, dans la pratique, on avait plusieurs questions sur, par exemple, est-ce qu'on pourrait forcer un délinquant sexuel à prendre des médicaments qui inhibent en fait ses pulsions pour qu'il puisse avoir un congé? Qu'est-ce qu'on fait avec le secret médical? Enfin, il y a beaucoup de questions en pratique et j'avais envie de les approfondir et d'essayer de donner des réponses à mes collègues de la pratique. Et c'est pour ça que j'ai fait cette thèse pendant très longtemps d'ailleurs. Oui. J'avais une question par rapport au suivi des schizophrènes que vous avez évoqué au début. Déjà, comment vous faites pour créer un cadre sécure dans la prison qui est, je suppose, assez stressant comme environnement? Et comment vous assurez le suivi après, si la personne a fini de traiter sa peine et qu'elle sort? Est-ce qu'elle est adressée à quelqu'un? Est-ce qu'elle se retrouve toute seule? Elle est censée chercher? Ou comment ça se passe en fait? Maintenant, avec le développement des différents services psychiatriques forensiques dans la plupart des cantons romans et puis dans les cantons suisses allemands, on essaie de plus en plus, déjà de suivre la personne dès son arrestation, dès qu'elle est en prison préventive. Là, c'est souvent effectivement des conditions pas faciles parce qu'il faut pouvoir entrer en contact
avec une personne qui est souvent quand même en décompensation psychique, qui est dans un état de panique, de désorientation extrême, qui se trouve dans un environnement, elle a été coupée de tout. Mais il y a des très bonnes possibilités. Ce sont les infirmiers en psychiatrie qui arrivent à établir des bons liens, en tout cas avec ces personnes-là. On n'essaye pas forcément trop d'entrer en matière tout de suite avec des enjeux de médication au début. C'est d'abord d'établir une alliance, de voir aussi d'accompagner la personne lorsqu'elle doit faire face à tous ces enjeux, parce que si elle souffre d'une maladie mentale grave comme la psychose, en règle générale, souvent les juges demandent à ce que ces personnes-là soient expertisées, ce qui est déjà un mouvement assez important auquel doit faire face le patient. Il doit rencontrer des experts psychiatres. Nous, les équipes thérapeutiques, doivent montrer qu'elles sont là d'abord pour accompagner, puis pas pour influencer toute la procédure de décision de la mesure. Et à côté de ça, de garder l'alliance, en sachant que le patient va être aussi, après, une fois que le jugement sera effectué, transféré dans un établissement d'exécution, soit de peine, soit de mesure, ou un hôpital psychiatrique. Donc ça implique effectivement un accompagnement soutenu, des rencontres régulières avec l'instauration, c'est ce que les équipes des infirmiers que nous suivons essayent de faire, d'instaurer un climat cordial, plutôt de confiance, pour que dans les années à venir, parce qu'il s'agit après de suivis qui vont se développer sur les années à venir, que le patient puisse conserver un minimum de confiance quand même par rapport aux professionnels de santé, quelle que soit sa trajectoire par la suite. Après, on pourra reparler de ce qu'on essaye de développer sur les sites d'exécution de peine avec la question des cliniques de jour, puisque nous n'avons pas assez d'établissements psychiatriques appropriés depuis la fameuse réforme du Code pénal 2007. Mais quoi qu'il en soit, qu'on continue à l'accompagner, on va tout faire pour préparer une sortie. Et puis préparer, c'est pour reprendre la thématique de la réinsertion, c'est-à-dire de voir avec le patient où est-ce qu'il sera suivi, par quelle équipe, mais tout dépend aussi de son lieu de résidence. Et c'est là où on doit travailler dans un partenariat interdisciplinaire très serré lorsqu'on doit préparer la sortie de prison. Merci beaucoup pour ces précisions. Et si je peux peut-être compléter, alors ça ne concerne pas forcément uniquement les personnes avec des troubles de schizophrénie, mais de manière générale, les autorités peuvent aussi placer la personne dans une institution privée, donc une vraie clinique psychiatrique. Et pour les personnes qui sont sous mesure selon l'article 59, c'est un petit peu plus de la moitié qui sont placées en institution privée, clinique. Donc ça ne concerne pas uniquement les personnes schizophrènes, mais voilà, c'est intéressant aussi de savoir que certaines personnes sous mesure 59 sont placées pas uniquement dans nos établissements étatiques, mais aussi dans les cliniques. Merci beaucoup. Oui, on avait une question. On arrive. Oui. Bonsoir. Vous avez évoqué tout à l'heure la complexité de la prise en charge des femmes dans le milieu carcéral. Vous avez parlé de Chandelon aussi, et on a évoqué aussi la prise en charge, plutôt l'incarcération des mineurs quelquefois. Ma question porte sur, est-ce que vous pourriez apporter quelques éclaircissements ou dire quelque chose sur l'éventuelle surpopulation carcérale en Suisse, et le respect des droits fondamentaux ou des besoins fondamentaux dans le cadre de l'incarcération d'une personne condamnée. Sauf erreur, il y a eu quelques condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme vis-à-vis de la Suisse pour sa prise en charge. Merci beaucoup. Alors vous avez tout à fait raison, la Suisse est régulièrement critiquée par les organes de prévention de la torture les dernières années, qu'ils soient au niveau européen ou aussi de l'ONU, parce qu'en effet il y a des problèmes de surpopulation carcérale, mais ces problèmes de surpopulation carcérale, ils touchent en fait surtout la Suisse latine, malheureusement, et les cantons de Vaud et de Genève. On a quand même vu aussi avec le Covid que en fait, ces chiffres qui étaient très hauts, notamment à Chandelon, ils sont un petit peu descendus. Et puis il faut savoir que les cantons en fait font beaucoup d'efforts les dernières années aussi pour mettre en fait l'accent sur les formes alternatives à la détention, notamment l'usage du bracelet électronique. Et puis après, il faut savoir que Genève est quand même assez spécifique. C'est un canton frontalier, et après c'est aussi des questions de politique pénale et de politique pénale du ministère public. À quel moment est-ce qu'on décide de mettre parce que Chandelon est vraiment une prison en fait de détention provisoire, donc la phase avant jugement. Et là, c'est toute une question en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui passent la frontière, donc qui feraient aussi du tourisme criminel, et puis du coup ils n'ont pas d'attache, donc il y a un risque de fuite, risque de récidive, donc ils peuplent un peu Chandelon.
Donc ça, c'est aussi une question que peut-être on a moins de ce côté-ci de la Suisse et qu'il y a aussi moins en Suisse alémanique. Certains collègues criminologues répondent à ça. Le Tessin et Bâle sont aussi des cantons frontières et ce n'est pas des cantons qui présentent un taux aussi élevé de détention provisoire que le canton de Genève. Donc cet argument-là, il peut être aussi nuancé un peu. Et puis en fait, il faut aussi savoir qu'il n'y a pas tellement d'obstacles ou de freins aux décisions des juges d'instruction pour la mise en détention provisoire. Dire qu'il n'y a pas tellement de voies de recours. Il n'y a pas seulement des habitants et des habitantes de Genève qui sont des personnes de nationalité étrangère, des affiliés, etc., qui subissent cette détention préventive. Donc voilà, peut-être que la question, elle est plus aussi la réponse se trouve plus dans les pratiques de l'appareil judiciaire et de l'instruction que vraiment dans des questions uniquement à caractère géographique. Mais pour compléter, on a dit qu'il y avait 90 établissements. Il y a des établissements d'exécution des peines, il y a des établissements de détention provisoire, donc avant jugement, et certains mélangent les deux, mais la question de la surpopulation, elle concerne surtout les établissements de détention provisoire et pas tellement les établissements de détention, d'exécution des peines et des mesures. Alors, pour compléter, en fait, les établissements d'exécution des sanctions peuvent décider si oui ou non elles prennent les personnes détenues. Donc forcément, si elles se rendent compte qu'elles arrivent déjà à la limite de leur capacité, elles peuvent dire non, on ne peut pas prendre cette personne, et donc la personne va devoir attendre en prison, donc les prisons, les établissements qui sont prévus pour la détention avant jugement plutôt. Et peut-être pour compléter, effectivement, le taux moyen d'occupation suisse est de 90%, c'est un tout petit peu plus que la moyenne européenne. Et j'ai regardé au mois de septembre, il y avait 9 établissements, donc ça fait quasiment 10% des établissements pénitentiaires en Suisse qui sont effectivement sur population carcérale, et 10% supplémentaires qui sont exactement à 100%, donc qui sont vraiment à leur limite. Donc effectivement, mais ça concerne effectivement principalement les cantons de Vaud et Genève, mais pas seulement. Mais effectivement, les cantons essayent vraiment de travailler sur la situation. Peut-être encore un dernier complément par rapport à cette situation qui est vraiment... Enfin, je me permets ça parce que je trouve personnellement que c'est une situation vraiment grave, alarmante, qu'il y a beaucoup de malheurs, que dans ce cadre-là, la prison fait vraiment du mal aussi, parce que le fait d'être arrêté et de passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois en prison, alors qu'on n'a pas été condamné, ça implique aussi une désaffiliation. On peut perdre son travail, on peut perdre son logement, on peut perdre les liens avec ses proches, avec sa famille, à l'intérieur de son couple, avec ses enfants. Enfin, c'est vraiment un vecteur de ce qu'on appelle la désaffiliation sociale, qui est pas bonne non plus pour les situations de pauvreté, de solitude, etc. Et il faut aussi ajouter qu'à Chandelon, puisque ce cas-là particulier a été cité, se trouvent aussi des gens qui n'ont simplement pas payé des amendes de transport public ou exécutent ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire des peines pécuniaires, alors qu'en fait c'était des jours amendes, mais que ces personnes n'étaient pas en mesure de payer. Et là on a vraiment une institution qui répond très mal à un problème qui n'est pas vraiment un problème pénal, mais qui est surtout un problème social en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a deux ? Oui. Bonsoir, vous avez parlé de peines alternatives d'emprisonnement et j'ai vu que récemment il y a un postulat qui a été déposé au Parlement pour proposer un projet pilote pour mettre en place des peines alternatives de liberté qui se baseraient sur un modèle plus scandinave, avec comme mot d'ordre la réinsertion et la liberté, avec par exemple les prisonniers sont plus dans des énormes foyers où ils ont la clé de leur propre chambre, où ils peuvent parfois se rendre dans la supérette avoisinante, où ils peuvent même aller dans le coiffeur de la ville d'à côté, toujours de manière assez sécurisé, puis ça se porte pas pour tous les détenus. Mais est-ce que vous croyez à ce genre de peine et est-ce que c'est quelque chose que vous pensez possible et utile en Suisse ? Alors le postulat, vous faites référence, c'est un postulat de la conseillère nationale, Madame Daucourt, qui a été déposé, je pense, en septembre, et puis effectivement qui demande à la Suisse, en fait, d'investiguer un peu cette question. Et là, il faut savoir ça va aussi en lien, il y a un projet de l'université de Genève qui est actuellement en train d'examiner cette question et qui est aussi, en fait, est en collaboration avec des chercheurs de Finlande. Et puis en Suisse, en fait, ce recours, en fait, au mode alternatif, il existe déjà avec le travail d'intérêt général, la surveillance électronique et puis la semi-détention. Après, il y a aussi maintenant une réflexion sur le fait est-ce qu'on pourrait étendre le champ d'application, parce qu'il faut savoir que le champ d'application pour par exemple la surveillance électronique ça va jusqu'à une peine sauf erreur de 12 mois, mais là il y a aussi eu un arrêt du tribunal fédéral récent qui a un peu en fait une autre interprétation de la loi et qui a étendu le champ d'application. Donc je pense qu'il y a des réflexions qui sont en cours, et après moi je crois à titre personnel vraiment en fait à ces modes alternatifs à la détention, parce que comme l'a dit Alix, en fait je pense que la détention aussi elle a clairement des
effets délétères pour beaucoup de personnes, aussi sur la santé mentale, et puis elle peut avoir des effets aussi criminogènes, ça veut dire produire aussi de la criminalité, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui va devoir aller en détention pour... effectivement, il n'a pas payé une amende, il n'a pas fait quelque chose de grave, et en détention, on a aussi des personnes qui ont fait des choses beaucoup plus graves. Donc, à mon sens, et à titre personnel, je pense que la détention et la prison, ça doit être vraiment le dernier recours. Quelque chose à ajouter? Non. Parfait. Une autre question. Oui, monsieur. Au chapitre des statistiques, est-ce qu'on a des informations quant aux récidives, c'est-à-dire quelle proportion de personnes qui ont accompli une peine de prison retournent en prison? Alors, c'est très compliqué de parler de la récidive parce qu'en fait ça dépend, par exemple aussi dans les comparaisons entre pays, ça dépend qu'est-ce que ça signifie la récidive. Est-ce que c'est faire une nouvelle infraction, avoir été à nouveau condamné, ou par exemple si on a une libération conditionnelle pas respecter les conditions. Et là aussi dans certaines études en fait les chercheurs n'utilisent pas le même critère. Après il y a la période pendant laquelle on va tester ou voir si les personnes ont récidivé. Clairement, si on prend une période de 15 ans, si on prend une période d'1 année, on va avoir des taux qui sont divergents. Et puis après, il faut savoir qu'on a un certain nombre en fait, d'infractions qui ont on appelle ça des taux de base de récidive qui sont plus élevés. Par exemple, les infractions à la circulation routière ou les vols, on a des taux qui sont plus élevés. Par exemple, quelqu'un qui commet un meurtre ou un assassinat, là, le taux de récidive de base, il est faible. Mais on n'a pas vraiment il y a des chiffres sur l'Office fédéral de la statistique qui prend. Donc là, pour eux, le critère, c'est une nouvelle condamnation. Et puis après, la durée, c'est 3 ans. Et là, ils comparent est-ce que la personne a fait la même infraction. Donc là, on parle de récidive spéciale ou une autre infraction, on parle de récidive générale. Mais les chiffres, ça dépend vraiment de l'article et la période donnée. Donc je ne peux pas vous répondre de manière satisfaisante. Il y avait juste pour compléter Daniel Fink, qui a été longtemps à l'Office fédéral de la statistique et qui a publié récemment un tout petit opuscule, au Savoir Suisse, sur la question de l'état des lieux en prison et aussi de la récidive. Et lui, effectivement, relate ce que Mme Sarmaten vient d'exposer. Et puis, il rappelle, et c'est quand même toujours intéressant, il faut le savoir, que le taux de récidive en général est à peu près entre 30 et 40%, tout délit confondu. Et dès le moment où on se centre sur les délits qui concernent les personnes, et notamment aussi tous les délits d'ordre d'actes sexuels, le taux de récidive est quand même plus bas. C'est aussi des choses à pouvoir retenir. Mais tout dépend effectivement du cadre méthodologique, en tout cas de la recherche, si c'est des études rétrospectives, prospectives, et puis quel type de délit. Merci beaucoup. On a une question juste là. Personnellement, j'avais aussi vu un taux de récidive de 30 à 40% après une peine privative de liberté, donc 3 ans après cette peine-là. Et je me demande si un taux aussi élevé, est-ce que ça ne démontre pas que notre système ne fonctionne pas très bien? Est-ce que le recours à la peine privative de liberté est aussi utile que ce qu'on pense? Et pourquoi est-ce qu'on s'obstine à le faire si on a un taux de récidive aussi élevé? Une question plus politique. Je pense qu'il faut quand même répondre. Moi, je n'ai pas de réponse politique à ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la prison pour peine telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a une histoire qui remonte à un peu plus de 200 ans, au moment où on décide que la privation de liberté, elle va servir à punir, donc vraiment cette idée de peine, elle va servir à protéger la société d'individus dangereux, et elle va servir aussi à rééduquer ces individus pour les redonner plus productifs et disciplinés à la société. Et puis, depuis son invention, les constats d'échec sont réitérés régulièrement au cours du temps. Donc, il y a des spécialistes de la prison qui se rencontrent dans des congrès internationaux et qui se demandent comment faire pour baisser la récidive, comment faire pour améliorer le système, comment faire pour donner une fonction plus éducative au travail, bref. Mais voilà, c'est toujours un peu les mêmes questions et les réponses viennent par le biais de réformes, mais qui finalement n'ont pas abouti jusqu'à aujourd'hui à trouver une solution qui soit satisfaisante pour tout le monde. Et puis une question que je me posais, c'était plutôt, est-ce qu'on n'a pas en fait un découpage dans ce qu'on appelle la chaîne du pénal, donc entre l'arrestation d'une personne et puis sa sortie de prison avec ce qu'on appelle le patronage, et puis des constats de certaines de ces acteurs, actrices de la chaîne pénale, de l'impasse du système, mais qu'il n'y a pas d'espace, peut-être ce serait l'espace politique, mais en fait vous faites pas tellement élire avec la promesse d'abolir les prisons, c'est plutôt le contraire en fait. Et donc est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de système et d'espace qui nous manquerait pour vraiment réfléchir à des alternatives à la prison? Et moi je vois aussi dans l'histoire qu'il y a toujours eu des opposants et des opposantes à la prison. À la fin du 19e siècle, c'était les anarchistes par exemple qui trouvaient que la prison c'était une torture, c'était inhumain. Ensuite dans les années 70, il y a eu des mouvements abolitionnistes très très forts, et encore aujourd'hui il y a des gens qui ont des propositions autour d'alternatives, et voilà, peut-être qu'il faut continuer à essayer. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question.
Après, c'est vraiment, je pense, une question tout à fait d'ordre politique et de se demander aussi une question sociétale. En fait, est-ce que la société, notre société à l'heure actuelle, est-ce qu'elle est prête à abolir les prisons, déjà à réintégrer, mais aussi à intégrer toutes les personnes qui ont commis une infraction. Et là, je pense que c'est vraiment une question d'ordre général et de politique. Et moi, je sais pas, quand on voit sur la scène politique les dernières années, on a plutôt un durcissement du droit pénal qui est pas toujours clairement rationnel. C'est plutôt on appelle ça du populisme pénal. Je sais pas, je suis pas très, j'ai pas l'impression que actuellement les temps ces derniers 10 ans vont dans ce sens. J'ai plutôt l'impression que ça va plutôt dans l'idée d'un enfermement. Merci beaucoup. Oui. Par rapport à l'aspect mental, je me demandais si quand un détenu est diagnostiqué d'un trouble, un trouble avéré, quel était l'impact de cela, soit pour la peine, c'est-à-dire on décide de l'enfermer moins longtemps, mais plutôt d'essayer de soigner la personne, ou ça n'avait pas du tout d'effet que le fait que la personne soit diagnostiquée d'un trouble? Alors actuellement, je commence par répondre. On a assisté à un effet paradoxal. Si j'avais bien saisi, le législateur, en tout cas dans les années 2000, voulait faire place au traitement, en tout cas pour les détenus qui souffrent d'une grave maladie mentale. Et c'est pour ça qu'il a opéré en fait cette réforme, en espérant si on pouvait proposer, si le juge proposait le fameux traitement institutionnel, enfin qui est édicté sous l'article 59 du Code pénal, et ceci après qu'une expertise psychiatrique ait été effectuée. Le but était de pouvoir proposer un traitement, si possible, dans un établissement approprié, si possible, dans une clinique privée spécialisée en psychiatrie générale. Mais ce que peu de personnes ont pu anticiper après, c'est que même si le diagnostic est posé, il est dûment documenté, que maintenant on autorise de plus en plus à ce que les équipes psychiatriques se développent, se déploient dans les prisons pour venir suivre le plus possible au plus près les personnes qui souffrent entre autres de schizophrénie. Ce qui n'a pas été anticipé, c'est que finalement le traitement devrait pouvoir être proposé de manière intensive, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler de manière serrée sur l'alliance, sur la question de la reconnaissance de la maladie mentale, et puis justement dans le cadre de la psychose, c'est souvent ça qui pose problème. Que cela prend quand même du temps, des mois, que c'est quand même plus judicieux que ça se passe dans un environnement bienveillant et pas un environnement qui met sous tension, enfin où on se sent dans un climat de persécution, ou en tout cas toute personne détenue décrira qu'elle est toujours sur ses gardes. Et ça, c'est pas des circonstances qui aident une personne psychotique ou fragile psychiquement de se sentir à l'aise. Du coup, le traitement n'évolue pas avec les résultats espérés, et ce traitement-là est ensuite évalué par des experts, entre autres aussi des juges, dans des commissions de dangerosité qui viendront dire que la personne n'a pas suffisamment bien évolué. Et puis on aboutit à ce paradoxe, enfin on est tous témoins de ça, que finalement la mesure se prolonge au lieu d'atteindre une fin comme c'est le cas pour les détenus qui ont une peine privative de liberté avec une date déterminée. Et là, c'est là où on se retrouve face à cette situation qui est inadmissible, qui est dénoncée comme un scandale par les associations de défense des patients comme le GRAP, qui signalent qu'effectivement des patients qui ont des diagnostics de schizophrénie se trouvent à rester dans le circuit pénitentiaire et de psychiatrie forensique beaucoup trop longtemps. Et on voit là des réels effets de détérioration mentale. Merci beaucoup. Oui. Alors bonsoir, moi je me posais la question sur des droits des détenus. Est-ce qu'ils ont par exemple concrètement le droit à leur téléphone? Quel contact ils ont encore avec l'extérieur à part le parloir? Et aussi, comment ça se passe au niveau de l'intimité? Alors, après vous me compléterez. Pour le droit d'accès au téléphone, ils ne l'ont pas. En tout cas, ils ne l'ont pas en préventive. Dès le moment où ils sont arrêtés, effectivement, ils sont coupés de tout contact pour les besoins de l'enquête, ce qui occasionne beaucoup de détresse, d'états de panique ou d'idéation suicidaire, enfin vraiment des situations extrêmement tendues. Et ensuite, après, si je ne me trompe pas, ce n'est pas moi qui suis spécialiste dans la question de la gestion, en tout cas de l'exécution de peine. Ils ont droit à des téléphones en exécution de peine, mais ils n'ont pas droit, en tout cas actuellement, au Natel. Et puis là, je vais passer la parole à ma collègue du Centre suisse, de compétences en sanctions pénales, parce qu'il y a quand même un des enjeux, un des défis qui attend les prisons, c'est effectivement d'aider les détenus à être mieux équipés aussi pour la littératie numérique, c'est-à-dire savoir apprendre à utiliser un smartphone et pas juste dans l'illégalité en le cachant au fond de sa cellule, mais de manière officielle, de telle manière à ce qu'il puisse aussi un jour réentrer dans la société et être réinséré de manière intelligente. Donc effectivement, les personnes détenues sont censées conserver au maximum leurs droits. Donc il y a aussi les règles pénitentiaires au niveau européen qui ont
c'est un document de 144 pages qui régisse un peu tout ça. Et puis, effectivement, maintenir le lien avec l'extérieur est extrêmement important. Après, ça dépend toujours justement quel régime la personne se trouve. Après, il y a des exemples comme l'établissement d'Indelbank qui veut, pas encore le cas, mais qui veut mettre en place des téléphones dans chaque chambre pour que les personnes détenues puissent elles-mêmes décider de quand téléphoner, par exemple avec leurs proches. En Suisse, on a aussi un petit peu plus de 70% de la population qui ne sont pas suisses, donc potentiellement des personnes qui ont de la famille à l'étranger. Imaginez si vous avez votre famille au Brésil, avec le décalage horaire, si vous avez le droit d'aller utiliser la cabine téléphonique à l'étage seulement aux horaires prévus, votre famille, vous ne l'atteignez jamais. Donc c'est aussi pour ça que les établissements, de plus en plus maintenant, essayent de mettre en place des téléphones dans les cellules directement pour pouvoir donner accès un petit peu 24 heures sur 24 aux personnes détenues. Donc c'est à Klosterfichten, mais je ne suis pas sûre. Enfin bref, où les personnes, en fonction où elles se trouvent dans la progression de leur exécution de la peine, ont carrément le Natel. Donc ça dépend vraiment des établissements et puis de la progression dans l'exécution de la sanction. Ça, c'était pour les téléphones. Et je ne sais plus s'il y avait... Klosterfichten, c'est un établissement dans le canton de Bâle, qui est aussi un établissement qui est, au moment de la progression, en fait, c'est un établissement ouvert où les gens sont... ça peut être soit du aussi régime de semi-détention travail externe aussi plus ou moins, et puis donc ils sont presque à la dernière étape, il y aura la libération conditionnelle. Donc là au moment aussi on a des personnes qui sont placées, c'est vrai, dans des établissements par exemple aussi de mesure qui sont ouverts, et là en fait ça n'a pas de sens que la personne elle soit à l'extérieur et puis que tout d'un coup elle n'aille aucun contact et qu'elle n'aille pas de téléphone. Et ça fait aussi partie en fait de la réinsertion. On a des projets maintenant aussi en Suisse alémanique qui s'appellent Smart, qui sont inspirés on a aussi des pays scandinaves, Smart Prisons, où les personnes détenues pourront avoir en fait aussi des écrans tactiles aussi par exemple sur le mur, et là ils pourraient directement enregistrer des numéros et par exemple contacter leur famille. Et la question du parloir, des visites. Alors pour alors le parloir, il y a des visites qui sont organisées de manière régulière, mais là c'est vrai que c'est des horaires, ça peut être très contraignant pour les proches des personnes détenues. Effectivement pour les femmes, je reviens à la question qu'on avait avant. Et pour les parloirs aussi, ce qu'on appelle les visites intimes, là en fait ça dépend des établissements pénitentiaires. Et il y en a qui ont en fait une chambre, mais des fois il y a aussi, ça peut être comme une sorte de petite, je crois qu'au Tessin c'est une petite maisonnette. Et puis il peut faire des demandes, mais après il y a toujours toute la question aussi du ou de la partenaire. Est-ce que le ou la partenaire, est-ce qu'il est contraint ou contrainte? Et là, c'est je pense aussi un grand défi pour les autorités pénitentiaires en fait. Mais ça fait aussi partie en fait. Mais pas tous il y a beaucoup d'établissements où ça n'existe pas. Ils sont rares les établissements effectivement qui proposent les parloirs. Bon, il y a les parloirs familiaux qui devraient être beaucoup plus développés, enfin comme le demande l'association Carrefour Prison qui soutient beaucoup les enfants des détenus. Mais les parloirs intimes, effectivement, ça fait l'objet de discussions sérieuses, de débats contradictoires selon le point de vue qu'on a. Soit il y a le point de vue du droit du détenu qui aurait droit aussi à accéder à un partenaire, une partenaire, enfin de manière intime dans un lieu quand même qui respecte la dignité. Et puis il y a aussi le point de vue de ceux qui sont obligés de réapprécier la dangerosité ou la toxicité de la relation de la personne qui est détenue et qui a justement été condamnée pour un certain type de délit, pour les délits sexuels. Alors ça se résout pas facilement, c'est vraiment au cas par cas et ça fait l'objet de très longues délibérations au sein des commissions de dangerosité. Merci beaucoup. J'ai l'impression du coup qu'il y a pas mal de parallèles à faire entre les établissements de détention et en tout cas les hôpitaux psychiatriques. Je ne saurais pas parler d'autres établissements de santé mentale, mais en tout cas il y a une surpopulation et un premier passage dans un établissement de détention ou dans un hôpital psychiatrique a le plus souvent des graves conséquences sur l'individu. Donc je me demande tout d'un coup s'il n'y aurait pas des établissements où logent des personnes avec des troubles psychiatriques notamment, qui peut-être auraient tendance à être silencieux face à certains actes de leurs résidents, justement pour éviter que le résident se retrouve tout d'un coup dans un hôpital psychiatrique, dans une clinique privée. Déjà, l'hôpital psychiatrique risque d'être de toute façon surpopulé et en plus, le passage par ce lieu risque d'avoir de plus graves conséquences. Est-ce que par rapport aux établissements de détention, il y aurait cette possibilité aussi que dans certains lieux, le passage par la police pour dénoncer quelqu'un est peut-être pas fait pour éviter de retrouver, en plus on parle des agressions sexuelles juste là, il y aurait peut-être ce risque de silence quelque part pour éviter de se retrouver face à ce proche qui a une relation toxique qui pourrait tout d'un coup se retrouver en établissement de détention.
Mais peut-être que là, après, il faut voir où on veut orienter le débat. Enfin, si, de la manière dont moi je vous ai comprise, là, on pourrait parler plutôt de ces situations, effectivement, où les personnes peuvent être importunées par des proches ou même au sein de la famille. Et effectivement, la loi du silence reste relativement prégnante. Et vous avez vu là, actuellement, sur Fribourg, on nous l'a rappelé ce matin à Radio Fribourg, qu'il y avait des campagnes qui favorisaient la dénonciation ou en tout cas l'accès facilité à des antennes où on peut venir s'épancher de certains phénomènes de harcèlement ou d'agression sexuelle. Et qu'effectivement, jusque-là, la loi du silence était quand même très, très prégnante. Est-ce que décrivent souvent les victimes qui ont été des victimes d'agressions sexuelles, notamment dans les cercles familiaux, elles expliquent, on a eu ce débat-là dans un autre cercle l'autre jour, c'est qu'elles doivent endosser une très grande culpabilité, effectivement, culpabilité où dès le moment où elles vont dénoncer la situation, elles savent que la personne qui a agressé va passer entre autres par le circuit de la détention. Et ça, c'est souvent très lourd à supporter pour les victimes d'agressions sexuelles. Mais en ça, elles sont de mieux en mieux accompagnées par toutes sortes d'offices, enfin, de sociétés, de services de soutien et de psychologues. Merci. Du coup, moi j'avais une question. On voit souvent les prisons dans les films américains. J'imagine que c'est un peu une vision fausse pour la Suisse. Je voulais savoir s'il y avait des spécificités au système suisse, enfin des grands aspects qui sont différents des pays voisins. Comment répondre à votre question ? Ça dépend avec quoi on compare. La Suisse, par exemple, elle n'a pas de système fédéral de détention. Donc les prisons, je parle que des prisons d'exécution des sanctions, elles sont organisées dans 3 concordats intercantonaux. Donc il y a le concordat dit latin avec les cantons romans, Tessin, et puis ensuite les cantons alémaniques sont divisés dans 2 concordats différents. Si vous prenez l'exemple de la France, par exemple, l'exemple de la France est différent puisqu'il y a des prisons départementales où les gens vont purger des peines courtes et de la détention provisoire. Et puis, il y a des centres d'envergure nationale où les gens vont purger des peines plus longues. En Allemagne, le système de détention, il est organisé selon les Länder. Donc, il y a des systèmes différents pour chaque Länder. Aux États-Unis, c'est aussi un système double, mais c'est un système avec des prisons de type fédéral. Donc, il y a des grandes prisons qui sont plutôt pour ce qu'on appellerait des grands criminels ou des gens qui vont purger des peines plutôt longues. Ce que vous avez vu sûrement aussi dans les films et les séries, c'est ces établissements dits supermax de haute sécurité où les gens sont enfermés 24 heures par jour dans des cellules et où ils travaillent pas. C'est pas le quotidien de la plupart des détenus ni en Suisse ni aux États-Unis puisque le travail est un élément central du programme de la prison et de l'idée d'une forme de réhabilitation en prison. Mais donc en fait, il n'y a pas vraiment de système classique qui serait partagé par plein de pays et un système qui se distinguerait, c'est plutôt chaque pays qui a élaboré son système selon des contraintes historiques. Voilà. Ça répond ? Une question un peu, entre guillemets, provocante et peut-être dystopique, mais on a parlé tout à l'heure de la question de la prise en charge psychiatrique. Il y a toute une tendance qui existe en psychiatrie de la prédictabilité du crime. Et on a aussi parlé de médication. Et du coup, ma question est, qu'est-ce que vous penseriez d'une faisabilité ou d'une possibilité, d'une alternative à l'incarcération, notamment parce que ça ne marche pas très bien, on a des taux de récidive élevés, etc., mais plutôt sous forme, disons, médicamentée ou chimique. C'est une forme de... voilà, est-ce qu'on pourrait aller dans ce sens-là ? Est-ce que ça arrivera un jour ou est-ce qu'au contraire, pas trop ? Voilà, merci. Alors, je vais répondre partiellement aussi, par fragments, à cette question, à cette interpellation provocative, puis complexe. Alors, il est vrai. Pour la prédictabilité, enfin, du passage à l'acte criminel, c'est vrai que les psychiatres forensiques, pendant pas mal d'années, enfin, vous citiez ce collègue zurichois qui s'était fait connaître il y a à peu près une vingtaine d'années en arrière, qui avait proposé toutes sortes de systèmes d'évaluation, c'est vrai, avait porté ce mouvement-là. J'ai envie de dire qu'il n'a pas été forcément suivi par tous les collègues psychiatres en Suisse. Et en fait, de plus en plus, même si les psychiatres maintenant, enfin forensiques, disposent d'une formation approfondie, vraiment soigneuse, méticuleuse, avec une formation continue, où les psychiatres aussi se forment à la passation des échelles d'évaluation du risque, il est vrai que, disons, la psychiatrie forensique développe aussi beaucoup plus cet autre aspect qui est celui de la thérapie, vraiment du suivi de toutes ces personnes pour qui on a décidé qu'ils devaient être plutôt traités du point de vue institutionnel ou ambulatoire. Et ce qui est en train de se passer, notamment dans les commissions de dangerosité, est
dans les grands établissements pénitentiaires suisses, c'est que l'évaluation du risque est de plus en plus réalisée par les criminologues, puisque, entre autres, en tout cas du côté roman, il y a une excellente faculté de criminologie à Lausanne qui, effectivement, produit maintenant chaque année des psychocriminologues extrêmement bien formés à cette passation à ces échelles, avec en plus un point de vue qui est beaucoup plus au service aussi de faire en sorte que la personne puisse rester réinsérée dans la société. Et puis les psychiatres, j'ai envie de dire, là, amorcent une certaine tendance où ils se retirent quand même un peu de ce champ de la prédictabilité en revenant à leur mission première qui est celle de se mettre au service du patient et puis de l'accompagnement du patient. J'ai envie de dire dans une mission qui est la plus complexe possible, en sachant que maintenant en psychiatrie aujourd'hui, c'est les droits des patients qui sont vraiment bien mis en valeur et les psychiatres doivent toujours travailler dans une dynamique de partenariat avec leurs patients. On n'est plus dans le modèle paternaliste. Ça change beaucoup la donne aussi. Et on a d'autres types de contacts, d'autres types de liens avec nos patients qu'il y a 20 ans auparavant. Et donc dans tout cela, il est vrai qu'on ne va pas commencer à revenir, en tout cas la psychiatrie n'aimerait pas n'être définie que par sa seule possibilité de donner, de prescrire et de faire imposer une médication. Pourtant, c'est vrai, on la convoque toujours à ce niveau-là et on doit toujours essayer de s'y soustraire. Ça devient aussi une préoccupation au niveau médical, dans le sens que l'Académie suisse des sciences médicales, effectivement, a réactualisé, est en cours de réactualiser toutes ces directives quant à la question des mesures de contrainte et justement des traitements médicamenteux sous contrainte, puisqu'on a constaté, les psychiatres ont constaté que les juges, en tout cas du tribunal fédéral, veulent commencer à se mêler aussi de ces questions, de ces indications-là. Mais donc là, on est vraiment dans l'actualité. Et je ne pense pas, et j'aimerais pas, moi personnellement, et je ne suis pas la seule, en tout cas dans toute la société, je suis membre quand même de différentes sociétés de psychiatrie suisse, de la psychiatrie forensique. Non, on n'aimerait pas que les psychiatres soient utilisés, instrumentalisés pour médiquer et enfin éviter des délits par la médication. Non. Je pense qu'au niveau de la médication forcée, en tout cas, si on pouvait dire que la médication fait partie en fait de l'exécution de la sanction d'une sanction, ça doit répondre à des conditions juridiques très strictes. C'est une restriction des droits fondamentaux qui est extrêmement grave. Il faudrait regarder vraiment au cas par cas. Moi, je suis très sceptique. En tout cas, que ça puisse être, une fois remplacer la prison en disant à quelqu'un « Ok, tu prends des médicaments », surtout qu'on ne sait pas, est-ce que la personne pourrait prendre d'autres substances qui pourraient en fait annuler les effets de ce médicament. Donc, c'est peut-être pas du tout une solution. Quels sont les effets secondaires? Puis après, moi, je ne suis pas éthicienne, mais ça pose vraiment aussi des questions éthiques. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, j'avais une question avant. Vous avez parlé d'un chiffre que je trouve quand même assez important de souligner, c'est 70% de la population carcérale n'est pas suisse. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut revenir un peu dessus? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut interroger la prison dans la gestion de l'immigration? Et puis, qu'est-ce que ça fait aussi sur ces personnes qui sont beaucoup plus isolées et désaffiliées que pourrait l'être, par exemple, une personne de nationalité suisse qui a vécu et qui s'est sociabilisé en Suisse? Alors sur la question du nombre, après, Alix, tu pourras dire, je pense que ça n'a pas toujours été comme ça. C'est clair que les personnes en fait étrangères, il y a plusieurs en fait règles du code pénal, notamment pour les formes alternatives à la détention, qui leur sont pas applicables. Parce que si une personne n'a par exemple pas de permis de séjour, selon la jurisprudence du tribunal fédéral, par rapport à l'évaluation des risques de fuite, il y a différents critères. Et puis aussi quand on parle par exemple de libération conditionnelle, c'est quelqu'un qui est entré en Suisse sans titre de séjour, qui par exemple un touriste qui fait des infractions criminelles, donc le tourisme criminel, et cette personne n'aura peut-être pas de perspective, elle n'a pas d'attache en Suisse, elle n'a pas de travail, donc ce sera aussi pour elle beaucoup plus difficile d'avoir une libération conditionnelle. Donc ces personnes sont clairement désavantagées. Après, de savoir est-ce qu'on change les règles ou pas, ça c'est de nouveau des questions de politique pénale. En fait, j'avais cherché, j'étais tombée sur un chiffre justement récemment. Il y a encore 40 ans, les Suisses étaient majoritaires dans les établissements de privation de liberté. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est effectivement 70% de population étrangère, ce qui place la Suisse dans un espèce de petit groupe comme ça de pays qui ont une population majoritairement étrangère, comme les Émirats Arabes Unis, le Luxembourg, Monaco ou le Liechtenstein, qui sont ceux qui ont des taux un peu supérieur. Ouais, j'ai pensé en fait maintenant aussi, il y a une partie des personnes qui sont en détention et c'est aussi pour ça que ce taux il augmente parce qu'elles elles font la loi qui s'appelle la loi sur les étrangers et l'intégration et dès qu'en fait par exemple elles devraient quitter la Suisse, elles le font pas, c'est une infraction et elles se retrouvent
aussi en détention. Il y a ce qu'on appelle, on n'est pas revenu aujourd'hui là-dessus, mais sur la détention administrative. Donc il y a une partie de ces personnes en fait qui sont aussi en détention parce qu'elles sont entrées en Suisse sans avoir une autorisation. Et puis les criminologues se sont penchés sur cette question parce que ça a été, en fait, c'est un peu du pain béni aussi pour les partis d'extrême droite et pour ça vient nourrir aussi un certain discours xénophobe qui va dire regardez, les étrangers commettent plus de délits, sont plus criminels que les Suisses. La preuve, ils sont surreprésentés à l'intérieur des prisons. Et puis les criminologues essayent de démonter ces arguments-là en disant en fait non, c'est pas ça la raison. La raison, c'est plutôt une forme de criminalisation de la migration, déjà de la manière que tu viens de dire là, plus le fait que tous les systèmes d'allègement des peines sont pas favorables aux personnes qui sont pas vraiment intégrées socialement. Donc en fait, toutes les réformes du système pénal qui existent depuis le début du XXIe siècle, notamment la réforme de 2007, elle a écarté, disons, les Suisses des classes moyennes et voire des classes populaires supérieures, elle les a écartés des prisons parce que ces gens ont des peines de substitution. Et puis elle a renforcé la présence des étrangers par contraste à des étrangères à l'intérieur des prisons. Et puis la dernière raison qui est invoquée aussi par les criminologues, c'est une question de profil social. C'est qu'en fait, le profil social des personnes qui sont à l'intérieur des prisons, c'est des hommes plutôt jeunes, entre 25 et 40 ans, et les étrangers sont aussi surreprésentés en Suisse dans cette catégorie sociologique-là. Une précision aussi, je ne sais plus si c'est avec vous, en préparant ce café scientifique, vous me disiez, parfois certaines personnes ne comprennent même pas leur condamnation qu'elles reçoivent par la poste, par ordonnance pénale. C'est aussi un des cas avec des personnes qui finissent en prison. Je ne sais plus qui de vous m'expliquait ceci, mais... Je pense que c'est moi, mais je n'ai pas dit exactement ça. En fait, ouais. Faut me corriger, merci. Pardon, mais c'est mon côté journaliste. Depuis le code pénal de 2007, il y a ce qu'on appelle des gens justement qui ne passent pas en jugement et qui reçoivent des ordonnances pénales. Voilà. Donc c'est une proposition de peine qui leur est faite. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de procès, il n'y a parfois même pas d'audition du tout de la personne qui est mise en cause. Et cette personne va recevoir le jugement par la poste. Et puis peut-être qu'elle ne va pas voir qu'elle a 10 jours pour faire recours et pour avoir un vrai procès. Et voilà, quand vous savez pas très bien lire le français, que vous avez jamais écrit un recours contre aucune instance, que vous vous êtes jamais défendu par écrit, vous êtes quand même assez désavantagé en fait par ce système-là. Merci beaucoup. J'ai une question sur la formation des agents de détention et des agentes de détention. Quelle est-elle? Comment sont-ils soutenus? Et quelles sont les personnes qui choisissent ce métier? Y a-t-il un profil ou c'est sûrement un sujet important en prison? Leur présence est importante. Oui, effectivement, parce que ça représente sur environ 5000 personnes employées dans le milieu pénitentiaire, sauf erreur, les agents-agentes de détention représentent environ 3000 personnes, donc c'est la grande majorité des personnes employées dans nos établissements pénitentiaires. Donc c'est une formation qualifiante, donc les personnes obtiennent après 2 ans de formation en cours d'emploi de 2 ans. Et puis, ils ont différents cours. Moi, je ne travaille pas pour ce département-là chez nous, mais il y a différents modules sur différents sujets, notamment évidemment les questions de sécurité, mais aussi les questions de santé. Par exemple, je suis allée assister à un cours sur la prévention du suicide. Donc, elles sont sensibilisées sur différents aspects qui touchent au milieu pénitentiaire. Je ne sais pas si j'ai... Je crois que oui, le centre déploie beaucoup d'attention pour que les agents de détention reçoivent aussi une formation qui soit adaptée au jour d'aujourd'hui. La prison accueille de plus en plus de personnes qui, par les différentes raisons, sont précarisées, sont vulnérables psychiquement. Et les modules dédiés aux troubles mentaux sont quand même bien là, bien présents. Les agents de détention sont formés à savoir détecter les questions de psychose, de schizophrénie. Ils bénéficient aussi des mêmes modules d'évaluation du risque suicidaire qui sont déployés dans les hôpitaux psychiatriques. Ils ont également aussi une formation spécifique, en tout cas moi je vais la dispenser la semaine prochaine de nouveau avec une infirmière qui est spécialisée dans ce type de suivi pour la question des paraphilies et puis des problématiques sexuelles. Donc ils deviennent par moment, c'était aussi des infirmiers chefs qui me disaient du service du SMPP où je travaillais auparavant, ils aimaient finalement, il y a quand même bien des chevauchements dans les actes de l'agent de détention et de l'infirmier, en tout cas en psychiatrie. Ce sont tous deux des promoteurs en tout cas de la relation et ils sont là pour essayer d'apaiser la relation.
Et puis pour compléter peut-être, donc ce sont les cantons qui recrutent en fait le personnel et qui les envoient ensuite chez nous au centre pour les former. Donc le centre ne peut pas vraiment décider sur le profil des agents-agentes de détention. Par contre, dans l'idéal, nous on oriente vraiment aussi la formation dans le sens où il ne s'agit pas de surveillants de prison, ce n'est pas des gardiens de prison, c'est vraiment des agents de détention dans le sens où ils sont aussi responsables de l'accompagnement et de l'encadrement de ces personnes, mais aussi sur le plan social. Donc ils ne sont pas juste là pour ouvrir et fermer des portes à clé. Et ça, je pense que c'est important de le préciser parce que ça, c'est aussi une évolution importante dans notre milieu. Merci. Bonsoir. En vrai, ma question, elle a été partiellement répondue avant, mais bon, vous avez ressorti ce chiffre de 70% qui est, en fait, selon moi, assez central et essentiel dans cette discussion ce soir. Et alors, je ne sais pas, dans les 70% de ces personnes étrangères, quel est le taux de personnes racisées? Et d'ailleurs, dans les 30% restants, quel est le taux également? Mais en fait, je pense que vous me voyez venir. Moi, mon sentiment et mon avis, c'est que notre système policier, judiciaire et carcéral est raciste. Et en fait, du coup, peut-être que je suis à côté de la plaque, peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ma compréhension des choses, et donc j'aurais bien aimé vous entendre en fait par rapport à ça. Quelle est votre compréhension et qu'est-ce que vous en pensez en fait? Je ne sais pas si l'une de vous veut se prononcer. En fait, on ne peut pas répondre scientifiquement à votre question parce qu'en Suisse, on n'a pas des statistiques raciales. Comme par exemple, aux États-Unis, c'est très clair que les personnes noires sont surreprésentées dans le système carcéral. Et ça, on le sait parce que les États-Unis pratiquent les statistiques raciales pratiquement depuis que le recensement existe, je crois. Et donc, on voit très bien que voilà, les personnes noires sont plus arrêtées, sont plus l'objet de la surveillance de la police, exécutent plus des peines. Enfin, voilà, ça, on peut le démontrer scientifiquement. Après, en Suisse, il y a des études aussi qui s'intéressent justement à la manière dont la police va viser plus particulièrement les personnes racialisées que les personnes blanches, la manière dont l'espace public aussi est réparti entre les différentes parties de la population, la population selon la racialisation des individus, comment les institutions visent spécifiquement certains groupes sociaux plutôt que d'autres. Ça, on peut trouver des études sociologiques qui vont plutôt dans le sens de ce que vous dites, en fait. Mais il y a aussi... On peut pas dire... C'est pas une question que chaque policier aurait des réflexes racistes, mais c'est plutôt des mécanismes structurels qui sont liés aussi à la situation économique des populations, à la question migratoire. Voilà, c'est quelque chose de très complexe et qui est certainement pas appréhendé au niveau individuel, mais plutôt au niveau des structures sociales. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qui vivent dans la précarité ou qui ont un niveau socio-économique très inférieur sont surreprésentées en prison pour la raison qu'on a dit tout à l'heure du fait qu'elles ne bénéficient pas des peines de substitution et que moi je suis vraiment convaincue, mais c'est pas un scoop en fait, que la prison elle vise particulièrement les personnes en situation de précarité sociale et économique et que c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est un processus qui se renouvelle à travers le temps et qui prend des formes différentes en fonction du contexte historique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Oui. Je pense qu'on pourrait... Oui, mais je pense qu'on peut trouver vous pouvez trouver de la sociologie, notamment de la sociologie de la police, la sociologie des prisons, qui va répondre à ça. Il y a un très bon livre de Didier Fassin qui a été publié il y a quelques années sur la France, qui s'appelle L'ombre du monde, qui traite aussi un peu cette question. Les Français sont assez forts sur la sociologie de la police aussi. En Suisse, malheureusement, on a moins d'études de ce type, mais il y a des observatoires aussi qui s'y intéressent. Voilà. Merci, je pense que Farida, on peut noter pour le prochain thème de café scientifique. Non, il ne nous reste plus beaucoup de temps, environ 8 minutes, alors on va essayer de prendre encore les dernières questions. On commence peut-être ici, oui. Alors, moi, j'aurais voulu savoir comment se passait la préparation des détenus, principalement pour des plus longues peines, à la libération, et s'ils étaient suivis par la suite. Là, vous évoquez les situations où le détenu a purgé une longue peine, c'est-à-dire de plusieurs années. Pour nous, c'est ça, hein, les longues peines. C'est au-delà de 10 ans. Oui, alors on essaye, dès le moment où il y a des équipes psychiatriques, en tout cas là, moi je parle du point de vue psychiatrique, même s'il y a toujours aussi des services sociaux, on essaye de les préparer. Alors, il y a aussi quelque chose qui a beaucoup avancé depuis une dizaine d'années, notamment dans le Concordat roman, c'est la question des conduites sociothérapeutiques. Et notamment pour les détenus qui souffrent de troubles mentaux, on essaye de plus en plus, ceci en articulation entre les autorités de placement, les services psychiatriques, criminologiques
public et les services sociaux, de faire en sorte que la personne puisse déjà sortir quelques heures. Enfin, il y a toute une procédure dans le code pénal qui régente bien ça, que la personne a droit à un certain nombre d'heures, d'abord, si possible, 4 heures, mais si possible aussi, ce qu'on essaie de mieux en mieux organiser, ça demande beaucoup de temps et de travail, c'est de faire en sorte que la personne détenue soit accompagnée, et si elle souffre de troubles mentaux, aussi accompagnée par un infirmier, une infirmière en psychiatrie, avec un assistant social. Et c'est un système qui fonctionne de mieux en mieux. Si au début, il a eu de la peine un peu à démarrer, où certaines personnes détenues étaient plutôt fâchées et contrariées que de se faire imposer un accompagnement avec des infirmiers et des assistants sociaux, ou voire encore, selon le degré de dangerosité, un agent de détention, finalement, maintenant, c'est bien entré dans les mœurs, et puis les personnes détenues le demandent, s'organisent bien pour faire la demande à l'avance. Si les conduites sont réussies, au bout de 3, 4, 6 à 8 fois, enfin ça dépend comment ça s'étale selon la nature du délit du projet, à ce moment-là on accorde plutôt les congés, des congés avec des heures limitées, des congés qui seront ensuite de plus en plus proches. Puis après il y a le système où la personne peut passer en semi-liberté. Il y a de plus en plus de préparation qui se fait pour préparer cette sortie que tout le monde attend, mais qui est quand même génératrice de stress. Enfin, les sorties de peine sèche, ça existe quasiment plus, je me dis, en fait, pour tous ceux qui pratiquent sur le terrain. Et on sait que c'est vraiment la chose que tout le monde déteste, ce qu'on appelle la sortie du jour au lendemain, sans que rien soit préparé. En fait, pour contextualiser, en Suisse, on a ce qu'on appelle le système progressif d'exécution des sanctions pénales. Donc, pour les longues peines, typiquement, si la personne a une longue peine, on peut partir du principe qu'elle a commis une infraction grave. Et généralement, pour ces personnes-là, on les place en milieu fermé. Si vraiment il s'agit d'une longue peine, typiquement à Thorberg, ils ont une unité, une section pour les personnes qui ont des longues peines qui ressemblent au plus en fait à la normalité. Donc elles ont une cuisine où elles peuvent y accéder librement. Enfin ça ressemble. Enfin voilà. On essaie de conserver vraiment les conditions les plus normales ou plus proches de l'extérieur, on va dire. Et puis ensuite elle va passer dans un établissement en milieu ouvert. Et puis comme ma collègue a dit, elle peut bénéficier de sorties et de congés. Et puis ensuite elle peut passer au régime du travail externe. Donc la personne continue à faire ses loisirs et à dormir à l'intérieur de l'établissement, mais par contre, elle va travailler à l'extérieur, possiblement auprès d'un employeur privé, quoi, en guillemets vrai employeur, ou bien ça peut se faire aussi sous forme de surveillance électronique. Donc là, elle retrouve son logement, elle a un bracelet électronique et puis elle continue à travailler. Tout ça, c'est soumis à des conditions précises. Et puis ensuite, elle peut passer au régime de travail et logement externe, et enfin la libération conditionnelle. Donc la préparation, effectivement, se fait de manière progressive. Après, dans la réalité... et puis après la libération conditionnelle, généralement la personne a un agent de probation aussi qui accompagne la personne. Et là, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'on pourrait impliquer les agentes de probation plutôt dans le suivi. C'est peut-être juste pour compléter, en fait. Quand il y a la libération conditionnelle, il y a un délai d'épreuve qui est au minimum d'1 année. Et puis là, normalement, il y a les agents de probation qui vont aussi aider. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question en Suisse, si toute cette phase en fait, de réinsertion, de réintégration, on fait une planification avec la personne détenue. On appelle ça un plan d'exécution de la sanction pénale, abrégé PES. Et normalement, elle est impliquée, en fait. Et elle discute, mais souvent, c'est vrai que pour des gens qui ont des longues peines, on ne commence pas peut-être au jour 1. De mon avis personnel, peut-être qu'on pourrait se poser la question de savoir si est-ce qu'on commence pas un petit peu plus tôt. Ça rejoint ce que tu dis aussi. Ouais. Merci beaucoup. Bien, comme tu dis, comme on touche à sa fin, je propose qu'on prenne les 3 dernières questions et puis qu'on s'arrête après ça. Oui, alors moi, c'est pas trop une question, mais plutôt des compléments par rapport à divers thèmes qu'on a discutés avant. Surtout sur la question peut-être de la récidive. Souvent, les personnes qui font une récidive, ils sont justement, comme vous avez dit, dans des cercles sociaux qui n'aident non plus. Donc, les personnes sortent peut-être de la prison, mais ils restent dans le même groupe d'amis qui, eux, ont toutes des mauvaises tendances à peut-être commettre des vols de voiture ou faire de l'arnaque. Donc, ils récidivent plus facilement que s'ils sortent et ils se feraient un nouveau groupe d'amis ou si la famille peut aussi soutenir. C'est aussi, vous avez mentionné l'effet des statistiques, que justement un problème, c'est qu'on n'a pas de statistiques nationales qui prend un peu tous les points. Donc, récidive, pourquoi, avec quels aspects sociaux, quels sont les profils des personnes. Donc, souvent, on ne sait
pas pourquoi ils récidivent tant qu'ils ne l'ont pas fait, tant qu'il n'y a pas eu de discussion. Un autre complément, c'est que là, forcément, le thème, c'est la prison ce soir. Mais je pense que c'est important de quand même relativiser un peu, de se dire les personnes qui vont en prison, c'est un petit chiffre. Donc, il y a forcément les amendes d'ordre, les peines pécuniaires pour un peu des infractions un peu moins légères. Et surtout, beaucoup de peines sont jugées par sursis. Donc, c'est une peine quand même théoriquement privative de liberté, mais on donne la chance à la personne de se prouver qu'elle peut bien se porter. Et donc, si elle se porte bien pendant un temps de délai, elle ne va pas en prison. Et la peine est comme tombée pour finir. Donc, il y a très peu de gens qui vont en chiffres à la prison. Et encore un point, vous avez beaucoup parlé de collaboration avec les autres autorités. Donc là, on a beaucoup parlé d'autorité pénale et administrative, mais il existe aussi bien sûr des cas où l'autorité civile, elle peut aider, notamment un cas de violence domestique qui n'est pas poursuivi parce que la personne n'a pas envie de déposer plainte, mais s'il y a eu par exemple des enfants dans la situation, ou des enfants qui ont vu la situation, l'autorité de protection, elle peut quand même décider qu'une personne doit aller suivre une thérapie contre la violence. Souvent, ces personnes-là ont quand même un peu un sentiment de punition, alors qu'on ne veut pas punir, on veut aider. Donc, c'est des personnes qui seront punies à leurs yeux, mais sans aller en prison. Merci beaucoup pour ces compléments. Est-ce qu'on a juste aussi les dernières questions? Est-ce qu'on a encore des dernières questions dans la salle? Moi, je me demandais par rapport aux personnes qui souffrent d'addictions telles que les drogues dures ou les substances illicites, quand elles sont internées en prison, comment est-ce que le système il s'occupe de ces personnes? Parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain, ça les mettrait dans des états de détresse où pour leur santé, ce ne serait pas la meilleure idée. Donc je me posais cette question. Alors là, c'est ces personnes-là qui font l'objet de suivi le plus intensif et puis attentif dès le premier jour, parce que souvent, elles éprouvent des syndromes de sevrage qui ont des conséquences somatiques quand même assez importantes, qui fait que ces personnes sont vues et rencontrées tout de suite dès le premier jour, dès les premières 24 heures, par les infirmiers, vues et réévaluées par les psychiatres. Puis au niveau de la sanction, il y a une mesure spécifique, on n'est pas tellement venu là-dessus, pour les personnes qui souffrent d'addiction. Donc ça pourrait être addiction aux stupéfiants, à l'alcool, mais ça pourrait aussi être par exemple au jeu. Là, c'est un article spécifique pour ces personnes, article 60 du Code pénal. Donc elles vont aussi aller dans des institutions, être prises en charge par des addictologues. Parfait. Et la dernière question du coup de la soirée. Oui, voilà. Alors, je m'étais promis de ne pas témoigner, de ne rien dire, de juste écouter. Mais voilà, le monsieur a parlé tout à l'heure de racisme des policiers, ou bien voilà. Enfin bon, j'ai passé 7 ans en Afrique. Je ne peux pas m'empêcher de dire que j'ai pu constater que, j'ai observé des choses en Suisse, de policiers suisses vis-à-vis d'Africains. Et puis j'ai expérimenté par moi-même, malheureusement. J'ai constaté que il y a certains policiers qui ont peut-être un niveau pas très élevé. Et puis pour eux, c'est un jeu de s'en prendre à des gens qui savent que ils n'auront aucun compte à rendre. Et puis voilà quoi, on doit y passer. Moi c'était plutôt parce qu'ils pensaient que j'avais beaucoup d'argent. Et puis en même temps, malheureusement j'ai expérimenté dès que j'ai payé, après ils m'ont libéré. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que la prison, c'est un peu un moyen de se transcender. Parce que quand on est prisonnier, c'est peut-être, je le témoigne en tant qu'expérimentateur de l'autre côté. Donc merci à la nature humaine qui fait que des fois, ils veulent profiter, mais voilà. Pas de souci, merci beaucoup. On va arrêter là, je pense que c'est 7h33. Merci beaucoup pour toutes vos questions, toutes vos interventions, et surtout un immense merci à notre 4 experts de la soirée. Merci beaucoup. Durant ce café, une thématique vous a interpellé? Vous voulez nous proposer un autre sujet pour l'année prochaine? N'hésitez pas à prendre contact avec nous à communication@unifr.ch. Et retrouvez-nous pour notre prochain podcast intitulé Santé mentale, repérer les failles, travailler l'équilibre.